c'est, je dirais, d'avoir une approche exploratoire de ce sujet de l'éthique des algorithmes au travers d'un certain nombre de cas et d'identifier aussi un certain nombre de dimensions à travailler. Donc c'est l'ouverture aussi de nombreuses pistes de recherche. Alors, comme je n'ai qu'un quart d'heure, je vais aller assez vite sur le contexte qu'on connaît. Juste pour dire, moi, mon point de vue, c'est, je suis en sciences de gestion, je m'intéresse au point de vue des utilisateurs et donc des conséquences des algorithmes sur ces utilisateurs. Donc, évidemment, lorsque on regarde ce monde des algorithmes, Noza l'a évoqué, mais on peut imaginer que nos vies quotidiennes sont complètement aujourd'hui structurées par des algorithmes. Du matin où, en fait, on se lève avec un objet connecté jusqu'au soir où on regarde des films sur Netflix. Et donc, ce sujet des algorithmes est important parce qu'il modifie en profondeur nos vies quotidiennes en tant qu'individus et bien entendu citoyens. Alors je reviens à la question de l'éthique des algorithmes. On pourrait parler des jours et des jours de l'éthique et avoir différentes visions de l'éthique. Donc ce n'est pas le but d'aujourd'hui de discuter ce point en un quart d'heure, mais globalement, pour simplement introduire le sujet, on pourrait dire il y a au niveau de la macroéthique cette idée de principe de justice qui est dans le mot principe, il y a ce qui vient en premier, et puis une éthique plutôt micro, dans lequel on a trois grands principes. Le principe d'autonomie, qui est quelque part le respect de la vie, en particulier de la vie privée, et puis aujourd'hui cette idée d'intégrité de la personne. Le principe de bienfaisance, qu'on trouve sous les notions d'utilité, de responsabilité. Le principe de non-malfaisance, sous les questions de proportionnalité, de précaution et d'incertitude. Alors, je vais juste m'attarder sur 4 dimensions éthiques posées par les algorithmes au travers d'un certain nombre de cas. Donc, la question de l'opacité de la manipulation, la question du filtrage et de l'enfermement, la question de la différenciation et de la discrimination et la question du biais et des jugements de valeur. Alors, je vais commencer par opacité et manipulation pour essayer de montrer où est-ce qu'on en est un peu sur l'état de l'art sur cette question. Qu'est-ce qui réellement a été montré, qu'est-ce qui a été mesuré sur ces questions d'opacité des algorithmes et l'impact sur les individus. Il y a une recherche très intéressante d'Epstein en 2015 sur l'effet de manipulation des moteurs de recherche qui montre que, effectivement, à partir d'une expérience qu'il a fait sur 4 groupes, avec un ranking différent de candidats aux élections sur ces 4 groupes, eh bien, il montre qu'un moteur de recherche peut influencer les préférences des votes sur des indécis de plus de 20%. Il montre aussi que les individus n'ont aucune notion de cette manipulation, ils ne sont pas conscients de cette manipulation. Et enfin, ces 20% d'indécis, eh bien, si on regarde les grands pays, eh bien, c'est ce qui fait basculer une élection, c'est les 2-3% qui fait basculer au deuxième tour une élection dans un sens ou dans l'autre. Deuxième effet de manipulation, là aussi ce sont des papiers publiés, la manipulation des émotions au travers d'algorithmes sur Facebook. Ça, c'est une étude très intéressante en 2012 de 700 000 utilisateurs. La moitié ont reçu un contenu positif pendant une semaine, la moitié n'ont reçu que des contenus négatifs. Et on regarde ce qui se passe après. Eh bien, au bout d'une semaine, on s'aperçoit que les individus postent essentiellement du positif pour ceux qui ont reçu du positif et donc postent du négatif pour ceux qui ont reçu du négatif. Donc la question de la manipulation est importante et évidemment on peut se demander aujourd'hui si Facebook a intégré ces résultats, les résultats de cette recherche dans son algorithme ou pas. Autre sujet, là aussi je passe très vite puisque ma présentation est autour de cas, mais les algorithmes prédictifs en santé. Il y avait un superbe workshop récemment à la MSH sur les algorithmes prédictifs en santé. Alors rapidement, c'est très intéressant parce que je simplifie un peu le sujet, mais on sait que la recherche et le séquençage génétique a fait beaucoup évoluer la science médicale. Et évidemment, si je prends le cas du cancer du sein, si on a le BRCA1 ou le BRCA2, notre probabilité est plus importante d'avoir un cancer du sein avant 70 ans, 40 à 85%, contre 10% dans la population générale. Donc évidemment, ça c'est très intéressant. Mais l'individu dans ce cadre-là devient un pourcentage. On devient un pourcentage, et je rappelle aussi que ce n'est pas une causalité qu'on mesure là, mais c'est une corrélation. Et donc ce pourcentage, c'est compliqué parce qu'il y a un rapport qui vient juste de sortir la semaine dernière qui a été médiatisé sous la forme 40% des cancers pourraient être évités par notre comportement quotidien, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est à 50% de probabilité d'avoir un cancer du sein, si on a bien mangé, si on n'a pas mangé de viande rouge, si on a fait du sport, si etc., eh bien notre probabilité va diminuer. Mais on reste sous cette idée de probabilité et donc de pourcentage. Et donc,
La question qui se pose vis-à-vis des utilisateurs, hein, on voit bien que là, la science dure a fait évoluer beaucoup ce sujet, mais du point de vue des utilisateurs, et ça a été dit dans ce workshop de la MSH, c'est quand même un problème. Qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Comment on communique aux patients cette idée de vous devenez une probabilité et il y a toute une génération d'anxiété derrière qui peut se produire. Je termine sur l'opacité en disant évidemment sur la voiture connectée que on ne sait pas ce qui va se passer en termes de responsabilité. Il y a toute une opacité autour de l'éclatement des responsabilités. Il y a un excellent papier de Romain Gola qui est dans la salle. Et pour information, je viens juste de voir qu'il y a un comité allemand de la voiture autonome, un comité d'éthique allemand qui vient de sortir un rapport ce matin sur la question de l'éthique dans les voitures autonomes. Donc c'est une question qui est quand même très, très prégnante. Autre sujet, là aussi, au travers de ces cas extrêmement importants, ce sont les fake news. Donc là, qu'est-ce qui a été montré? Il a été montré par une recherche, plusieurs papiers, mais j'en ai pris une, qu'effectivement, les fake news ont eu un impact dans la campagne présidentielle. Et deux éléments à retenir, c'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas un endroit où ce n'est pas une source dominante d'information, mais c'est une source importante d'information, et que les fake news ont été extrêmement partagées. Celles qui favorisaient Trump ont été partagées 30 millions de fois, celles qui favorisaient Clinton ont été partagées 8 millions de fois, et la moitié des gens qui ont vu ces fake news les considèrent comme vraies. Voilà. Alors, la question des fake news, elle est intéressante en termes de recherche, puisqu'aujourd'hui, il y a tout un courant autour de est-ce qu'on peut développer des algorithmes, entre guillemets, avec toute précaution, éthiques, c'est-à-dire qui vont détecter ces fake news. La question, ça se fait en regardant aussi un historique de la crédibilité de la source, donc il y a eu des thèses qui ont été soutenues déjà sur ce sujet, mais il y a quand même tout un domaine intéressant à aller analyser qui sont non pas le texte, mais les photos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de photos qui sont fausses. Comment on fait pour détecter des fake news de photos ? C'est quand même un gros problème. Alors, on en est où aujourd'hui? On en est à les décodeurs du monde qu'on connaît, mais c'est tout à fait manuel. C'est 20 journalistes qui vont mesurer la vérité de l'information. Ou Facebook qui a lancé un fact-checking, mais là aussi, tout Facebook, il s'appelle, c'est un traitement manuel. Et donc, on peut se poser la question de l'ouverture de ce sujet des fake news, évidemment, aux recherches en SHS, sachant que je vais très vite là aussi, mais il y a un rapport qui vient de sortir qui, je vous invite vraiment à lire, qui s'appelle Fake News Machine et qui montre à quel point, avec 400 000 $, on peut déstabiliser une démocratie, on peut déstabiliser une élection en achetant des commentaires négatifs, en achetant des individus qui vont propager l'information, et que ça n'est pas juste théorique, c'est tout à fait réel, en particulier en Russie et en Chine, et ce rapport est très documenté. La question du filtrage et de l'enfermement, on connaît aussi le sujet, juste pour rappeler qu'il y a deux éléments à distinguer. Il y a la question de la chambre d'écho et la question de la bulle filtrante. La chambre d'écho, c'est le fait qu'effectivement, si je suis sur Facebook, je suis en homophilie avec les gens qui me suivent. Si je suis libéral, j'ai plutôt des amis libérales. Si je suis conservateur, j'ai plutôt des amis conservateurs. Et donc, le graphique en haut à gauche, si je suis conservateur, je partage plutôt de l'information conservateur. Et puis, si je suis libéral, je partage plutôt des informations libérales. Donc, la chambre d'écho, c'est que finalement, je tourne autour des sujets avec les amis qui me ressemblent. Et donc, toujours, j'ai une vision qui est limitée. Et puis, la deuxième question, c'est la bulle filtrante qu'on connaît. C'est que le métier de Facebook, c'est de développer des algorithmes de filtrage de l'information. Donc là, on reçoit une information qui nous est envoyée par Facebook et qui, là, effectivement, est filtrée. La bulle filtrante, c'est le fait que si je suis là aussi conservateur, je regarde essentiellement des sites conservateurs et je peux, si je pousse très loin la bulle d'enfermement, oublier complètement qu'il y ait des républicains. Alors, on aura une vision de Fabien tout à l'heure tout à fait différente, puisqu'il questionne cette question, mais il nous montrera ça tout à l'heure. Alors, la question du filtrage, elle est très intéressante, parce qu'elle repose sur la pertinence. Aujourd'hui, la bulle filtrante, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui décide pour nous ce qui est pertinent pour nous, en l'occurrence, par exemple, Facebook. Et donc, cette idée de relevance, il faut la questionner en SHS. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une information pertinente pour un individu? On peut se poser la question quand Zuckerberg affirme dans une conférence que, effectivement, un écureuil qui meurt devant chez soi, est un élément qui peut être plus intéressant que des gens qui meurent en Afrique.
Donc là, la question de la crédibilité de la source. Autre sujet aussi très intéressant potentiellement pour des SHA, en particulier les sociologues, c'est qu'il commence à y avoir des mouvements anti-algorithmes. Il y a un phénomène récent qui s'appelle les Instapods. Alors, Instagram appartient à Facebook et a changé son algorithme de classement d'informations. C'était auparavant en fonction des photos publiées, et puis aujourd'hui, il a introduit le EdgeRank, qui est l'algorithme de Facebook, et donc c'est en fonction de la probabilité qu'on regarde le contenu, du lien avec la personne et de la récence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont été complètement déclassés par ce nouvel algorithme. Donc, il y a des instapods qui se sont créés, c'est-à-dire des groupes de 10 à 20 personnes sur un sujet donné qui ont échangé beaucoup sur ce sujet et qui, chaque fois qu'ils postent, s'engagent à liker, à commenter, à partager, etc., à faire beaucoup d'actions de manière à faire remonter leur classification dans l'algorithme. Donc, ces mouvements commencent à être intéressants. Alors, différenciation et discrimination, c'est aussi un sujet d'éthique des algorithmes. Différenciation, alors c'est la question des datas dont parlait Noza tout à l'heure. On ne peut pas, il faut intégrer les datas dans cette question de différenciation. Donc, il y a la question de la différenciation des prix par la géolocalisation. Ça n'est pas du tout illégal. Voilà, simplement, on peut se poser la question de l'éthique derrière. Et donc, tous les algorithmes qui comportent de la géolocalisation peuvent poser question aujourd'hui, jusqu'à, je vous invite à aller voir tous les travaux de ProPublica aux États-Unis, puisqu'ils sont dédiés à cette question, des discriminations qui sont beaucoup plus, ennuyeuses, en particulier la discrimination raciale aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis beaucoup d'algorithmes qui mesurent la probabilité que quelqu'un soit un criminel. Eh bien, cette femme à droite qui est noire s'est retrouvée en 8e position alors qu'elle n'avait juste que volé des vélos dans un supermarché, tout simplement parce qu'effectivement, la donnée de départ, il y avait la donnée de couleur de peau. La question des biais et jugements de valeur, qui est aussi la 4e dimension de l'éthique des algorithmes, là c'est intéressant. On pourrait se dire, on parle toujours, quand on parle des algorithmes, de code. Alors là, je vraiment prends la casquette évidemment SHS. C'est plus compliqué que le code, c'est plus compliqué qu'un programme. Et donc, c'est cette idée qu'un algorithme constitue un élément d'un système socio-technique digital, un assemblage socio-technique digital beaucoup plus global. Il y a évidemment des systèmes de pensée derrière, des formes de connaissances, des acteurs, des liens entre des acteurs. Et donc, il faut s'intéresser à cet assemblage autour de l'algorithme et non pas qu'au code si on veut s'intéresser à cette question d'éthique. Et puis, je passe très vite, il y a des effets transformatifs, normatifs et non prévisibles des algorithmes. Transformatif, ça formate nos représentations, c'est tous les travaux de Dominique. Effet normatif, c'est aujourd'hui, avec les objets connectés, ces technologies du bon comportement. Vous ne mangez pas bien, vous ne faites pas assez d'exercices, et on sait que ces théories du bon comportement font qu'on fait reposer le problème sur les individus et on détourne les individus de solutions systémiques. Et puis des effets non prévisibles, les algorithmes ont des erreurs, ils peuvent se tromper, ou alors ils ont des effets inattendus, et ça date d'hier. Facebook a fait, des ingénieurs de Facebook sur des chatbots, ont sorti hier que en fait, ces chatbots qui faisaient de la négociation entre eux, à un moment donné, ils les ont laissés négocier tout seuls. Ils sont partis, puis quand ils sont revenus, ils se sont aperçus que ces chatbots avaient développé un propre langage que les informaticiens ne comprenaient plus. Donc je vous invite à aller voir, c'est des effets inattendus. On peut se poser la question de l'introduction de ces chatbots dans la vie quotidienne. Alors, il me reste juste quelques minutes. Je voulais faire un petit focus sur la question de la transparence. Alors, je suis impliquée dans Transalgo et je me suis intéressée à cette question de transparence des algorithmes, qui est donc la contrepartie de l'opacité. Alors, c'est pas simple, la transparence. Comment on fait pour accéder à la black box ? On sait qu'il y a des algorithmes publics, maintenant il y a une loi pour une république numérique, là c'est plus simple, mais avec évidemment les algorithmes plus privés c'est compliqué. On sait qu'un algorithme c'est hétérogène, c'est plusieurs contributeurs, c'est quelque chose de complexe, on peut avoir plusieurs sous-programmes, c'est la métaphore des algorithmes spaghetti ou du Big Ball of Mud, et donc c'est difficile de comprendre la logique sous-jacente d'un mécanisme complexe, et la logique sous-jacente c'est ce qui est dans la loi aujourd'hui. Il y a le
caractère ontogénétique et performatif, c'est-à-dire qu'un algorithme, c'est itératif, c'est évolutif, il réagit à une situation donnée. Donc, si on mesure la transparence à un moment donné, quelle est la validité de cette mesure? Et puis, quelquefois, c'est hors de contrôle en fonction du contexte. Alors, il y a plusieurs approches, et c'est là qui peuvent aussi entraîner des débats entre nous. Il y a évidemment examiner le code source avec la limite de on y accède ou pas. Ça, c'est la première chose à laquelle on pense, et c'est la première chose qui fait peur aux industriels. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire, finalement. C'est produire une autoréflexion sur le code. Donc, on va réfléchir à quand on développe un algorithme, quelles peuvent être les conséquences. On va tracer la manière dont on a fait. Là, je vous invite à aller voir tous les travaux qu'on a sortis à la CERNA, Comité d'éthique de la recherche sur le numérique, dont un rapport sur l'IA qui vient de sortir lundi dernier. Et donc, on a travaillé sur cette question de le chercheur. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme autoréflexion? On peut faire du rétro-engineering. Donc là, on a des spécifications de manière minutieuse. On lance des requêtes et on regarde ce que donne l'algorithme. Donc là, on explore la manière dont marche le système. On peut utiliser des robots. Donc ces 3 éléments sont connus, mais on peut aller plus loin. On peut aller vous regarder cet assemblage sociotechnique des algorithmes et par exemple mener des recherches à NSACES sur des entretiens ou de l'ethnographie d'équipes de codeurs pour comprendre comment ont été élaborés ces algorithmes, décortiquer donc tout le système, notamment qui est derrière l'algorithme, quels sont les grands acteurs, est-ce qu'on peut avoir une histoire des projets, et puis examiner comment les algorithmes fonctionnent dans le monde, en particulier le deuxième point, l'étudier les résistances, j'ai essayé de montrer quelques exemples, les évitements, les transgressions, c'est quelque chose qui est vraiment un sujet très très ouvert aujourd'hui. Alors, un challenge aussi, on se dit, tiens, il faut des algorithmes pour mesurer les algorithmes et la transparence des algorithmes. Évidemment, c'est un sujet très très intéressant, mais il y a des limites aussi. Ça peut être contre-productif parce qu'on limite effectivement, on simplifie en dévoilant, on n'a pas cette vision globale. Donc il faut étudier comment la transparence est produite, il faut aussi s'intéresser aux conséquences de la transparence. Et puis on sait bien qu'à SHS, on fait plutôt des hypothèses, on s'appuie sur des théories sur le comportement des individus, on sait bien qu'il y a beaucoup de comportements qui ne s'expliquent pas uniquement par des technologies digitales. Alors je termine vraiment en disant qu'il y a des essais de transparence. Twitter a essayé depuis le 17 mai, j'ai fait ça sur mon compte, il y a un certain nombre d'éléments qui sortent, mais c'est loin, loin, loin d'être la transparence. Et puis il y a un certain nombre de papiers sur lesquels on peut s'appuyer qui montrent quand même que ce perceived understanding, c'est-à-dire cette perception de la transparence, joue sur la confiance et joue donc sur le fait d'accepter ou pas, donc ça c'est dans le cadre de moteurs de recommandation, un service ou non, et donc il faut mener encore des recherches sur ce sujet. Et puis globalement, on peut aussi s'intéresser à toute la littérature en SHS sur social responsibility qui a montré que plus une entreprise effectivement est transparente, alors pour l'instant c'est développement durable, mais on peut imaginer que ça soit sur les algorithmes, plus elle inspire de la confiance et donc plus ça développe, ça développe le marché. Voilà. Et je termine simplement par le Conseil national du numérique et la loi pour une république numérique sur la question de la loyauté, mais voilà, qui est aussi le juridique, est évidemment une autre façon de gérer ces questions de transparence. J'ai dépassé un peu, pardon Stéphane.